Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans un procédé critique, fêtons ensemble les 50 ans d'un film italien assez réputé, sorti en 1973, Amarcord, réalisé par Monsieur Federico Fellini, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, La Strada, la Dolce Vita, ou récemment 8,5 qui lui fêtait ses 60 ans. Et nous sommes ici en présence d'une œuvre encore plus personnelle et intimiste peut-être, d'un auteur qui a souvent mis plus ou moins des obsessions personnelles, voire sa propre vie en scène, mais toujours à travers le cinéma, la reconstitution, le fantasme, les rêves, notamment à travers son travail dans le studio de la Cinecittà. Et ici, au casting, pas vraiment d'acteurs et actrices très reconnus, pas de Mastroianni par exemple, le rôle principal étant confié à un jeune homme, Bruno Zanine, jouant l'ado principal d'un métrage où le fantôme de Fellini règne, rôde. Mais ce n'est pas vraiment sur sa vie directement, j'y reviendrai. Ah, c'est Fellini quoi. Travestit presque la réalité, mais elle est là. À ses côtés, Pupella Maggio qui joue la mère, Ciccio Ingrassia qui interprète l'oncle, qui est un comique quand même qui avait une belle réputation à l'époque, Magali Noël est présente, tiens, interprétant l'une des femmes fantasmées par le jeune, et qui était dans la Dolce Vita française. Citons aussi la présence de Maria Antonietta Belluzzi avec son physique très félinien. Et l'histoire se déroule dans les années 30, en pleine Italie fasciste, dans un village, petite ville qui n'est pas vraiment nommée, mais ce serait bel et bien le Rimini d'enfance de Fellini. Et on va suivre Tita, donc avec ses potes, etc. Les ados qui font un peu n'importe quoi, les 400 coups. Mais à côté, on voit cette bourgade vivre au fil des saisons, puisque Amarcord se déroule sur une année, à l'arrivée du printemps, et on finit donc à l'arrivée de l'autre printemps. Et on va voir l'évolution de la vie, et à travers le regard de ce jeune, et aussi une narration, souvent face caméra, qui nous rappelle qu'on est dans une œuvre fabriquée quand même. Et on le sent. C'est marrant parce que c'est à la fois dans, on va dire, l'héritage du néoréalisme, mais c'est Fellini, il va plus loin. Et il va se passer beaucoup de choses. Il n'y a pas véritablement d'intrigue principale. On va voir donc la famille de Tita, ce qui se passe pour les habitants, notamment quand il y a des fascistes qui débarquent, et le très peu d'opposants, dont le père de Tita, vont prendre cher, hein, tout simplement, parce que c'est quand même une époque où le fascisme est partout, et tous les habitants s'en accommodent bien, sans trop se poser de questions. Et bien sûr, le rapport au corps, au spectacle permanent de ces habitants, de ce qui se passe, les femmes, et oui, hein, c'est un ado qui est dans le rôle principal. Et ça dure 2 heures comme ça, et on voit pas le temps passer. Parfois on se perd un petit peu en errant selon les scènes et tout. Et on ressort de là assez ébahi. J'avoue que voilà, je fais cette vidéo le lendemain. Pendant le visionnage, j'étais là en mode « Ouais, c'est bien, ah, c'est bien. Voilà. » Mais une fois fini, les heures après, j'ai pas cessé d'y penser. Et c'est pas la première fois que ça me fait ça avec Fellini. La Dolce Vita au 8,5, pareil. C'est-à-dire que pendant l'expérience, tu prends ce que le cinéma te donne, tu vis le film, et après, il y a des échos qui se font. Et je pense que c'est la grande force de Fellini, qui est un auteur absolument unique en son genre, c'est-à-dire qu'on reconnaît son style. Il y a des moments où je dis « Ah ouais, ça fait un peu 8,5 là. Ouais, Dolce Vita, mais autrement, en plus en mode provincial. » Et tu te dis, quand il y a Fellini, qu'il inscrit quelque chose en toi, dans ton ADN, dans ton âme de cinéphile, entre guillemets, de passionné, et que derrière, forcément, ça te fait cogiter. Et c'est sa force, parce que ce mélange de réalité très intime, il s'est toujours défendu de faire de l'autobiographie. Je crois que l'année d'avant, il fait quand même un roman qui est très personnel, mais que je n'ai pas vu d'ailleurs, mais je connais une réputation, qui montre l'envers du décor de la Cinecittà notamment, hein, etc. Mais il a toujours dit que voilà, il mettait ses fantasmes, ses rêves et autre chose dans ses films. Mais tu le sens quand même, c'est ancré dans quelque chose de très en lui. Voilà, et il en fait une œuvre à part entière de fiction. Et dans la mise en scène, c'est exactement ça. Parce qu'il y a des moments, voilà, hein, c'est presque quasi docu si on veut, hein, dans les situations. Mais il y a toujours quelque chose qui fait que ça nous rappelle qu'on est dans du spectacle. Et Fellini, il adore ça, ce monde-là. On se rappelle de La Strada, mais souvent, voilà, des petits moments de magie, de cirque dans ses films. Et ici, finalement, le spectacle vient de cette vie, avec les habitants hauts en couleur, les profs, notamment à l'école, qui sont tous comme des acteurs sur une scène de théâtre. C'est vraiment ça, quoi. C'est fort, parce qu'en fait, on a le point de vue des jeunes qui voient des fois leurs profs comme des cinglés, hein, des personnages
à part, qui ne sont pas vraiment réels. Et là, on le voit super bien. Et puis, la famille, une scène de dîner à table, et c'est fort ça, la dispute derrière, c'est commedia dell'arte, c'est pas possible que ce soit en vrai ça. Et pourtant, ça donne lieu à des séquences de réalité. Et bien sûr, les fascistes qui paradent dans la ville, qui sont tournés en ridicule, parce que Fellini était profondément antifasciste, et il se rappelle à l'histoire de l'Italie, parce que le cinéma de Fellini est très connecté à l'histoire aussi. Et là, c'est à la fois drôle, mais sombre et pathétique, et violent sur certains points, parce qu'à un moment, il y a le père de Tita qui se fait quand même torturer, etc., etc. Et puis bien évidemment, les personnages autour, il y a plein de personnages en couleur, il y a l'oncle aussi qui est un petit peu déficient, et à un moment, à l'été, il va faire des bêtises et tout. Donc là aussi, il se donne en spectacle. Et l'Italien qui le joue est un homme du spectacle. Et puis les femmes, hein, évidemment, hein, dans le regard de Tita et de ses potes. C'est ça, c'est Fellini, les fantasmes felliniens. On lui a parfois reproché la représentation des femmes au cinéma. De certaines femmes, en tout cas. Mais évidemment, il y a la Gradiccia là, qui fait la belle. Il y a la Volpina aussi, qui est sur la plage à un moment à draguer des ouvriers. Et la buraliste avec sa poitrine très abondante, qui va évidemment faire rêver, j'allais dire Fellini, mais Tita. Alors Tita, c'est pas Fellini, ce serait un de ses potes et tout, mais on est vraiment dans une projection de lui-même indirecte, quand même. Et donc il y a des scènes qui sont sorties de l'imaginaire de Fellini. Et là on revient à 8,5 sur certains points, c'est-à-dire que dans des moments comme ça, de rêve ou de fantasme, bon, Fellini c'est autre chose, dans 8,5 c'est autre chose, c'est l'idée de créer, comment créer et tout. Là, on revient donc en arrière, et il y a des moments où on voit que c'est absolument fou, quoi. Au moment où il y a cette apparition du paquebot, là, qui doit être un gros paquebot fasciste, qui est une sorte de Titanic, c'est extraordinaire, et derrière, il y a une scène de brouillard, où tout le monde se perd, juste pour montrer justement que, après cet effet de grandeur, l'Italie, elle est quand même dans l'obscurité et la fumée, voilà, c'est compliqué, quoi. Il y a cette scène et tout, où il y a des gamins qui commencent à danser, c'est une scène complètement surréaliste, quoi. Et c'est magnifique, la reproduction du truc, d'ailleurs. Très fort. Et puis, de toute façon, la façon dont le film s'ouvre et se termine, avec quelque chose de très concret, réaliste, c'est-à-dire, à l'arrivée du printemps, les pollens qui virevoltent dans le ciel, mais c'est montré de façon poétique. Et le film se referme là-dessus. Avec la caméra qui souvent virevolte. À la fin, d'ailleurs, elle se retire comme ça. C'est très félinien, ça rappelle ce qu'il a un peu fait dans la Dolce Vita et dans 8,5. Enfin, il aime bien ces fins de film-là, je crois, Fellini. Il est très fort sur ses conclusions. Et voilà, la mise en scène globale et tout, au-delà des décors et des représentations, hein, de toute façon, la caméra bouge avec les personnages, on suit les personnages, et parfois, on sort complètement de... Il n'y a pas d'intrigue. On sort de rien, en fait. On est toujours dedans avec la vie qui nous est montrée. Donc, Amarcord, si vous voulez voir un film avec quelque chose qui se passe, et oh là là, suspense, etc. Non, c'est vraiment une chronique de vie réaliste des années 30 en Italie, mais montrée de façon subjuguée, comme si c'était un spectacle, avec la bonhomie italienne aussi derrière, l'excès qui va avec, qui pourrait être qualifié de parodie et de manque de respect si c'était un réalisateur qui n'était pas italien, mais non, la Fellini, il joue là-dessus, et moi j'aime beaucoup, en fait. Amarcord, c'est extraordinaire, c'est un film qui va peut-être me rester encore plus que les précédents, c'est peut-être pas son meilleur intrinsèquement que j'ai vu, je ne sais pas, en fait, c'est inclassable, les films de Fellini. Et ce qui est sûr, c'est que, voilà, puis on n'oubliera évidemment pas, encore une fois, la musique extraordinaire de Nino Rota avec le thème principal. Je pourrais citer d'autres personnages, à un moment, le rapport au cinéma local, il y en a un qui se rêve Gary Cooper. Donc oui, le spectacle est permanent, et les saisons qui passent, et le temps qui passe, un an d'une vie comme ça, avec le fascisme en toile de fond, qui rappelle que malgré tout, malgré cette joie qui est palpable là, il y a des moments de gravité, et des moments difficiles, où l'école est là, au centre un petit peu de ce fascisme, où l'église catholique est en lien avec le fascisme, et ça, Fellini n'oublie pas de le pointer du doigt. Bref, c'est un film aussi qui dénonce ce qui a pu se passer, qui est un rappel à l'ordre, à travers la mémoire et le souvenir, à travers ce narrateur historique que l'on voit aussi. C'est que, oui, c'est beau, c'est mon enfance, c'est ma nostalgie, on vivait et tout, mais on a vécu un moment catastrophique pour le pays. Je trouve que c'est très intéressant, et c'est presque pédagogique par moment. Voilà, au-delà de certaines scènes un petit peu loufoques, quoi. Donc à vous la parole, dites-moi ce que vous pensez de ce Amarcord, qui est vraiment quelque chose d'assez fort, c'est du pur cinéma, et c'est un auteur qui s'inscrit dans sa propre vie à travers ce qu'il crée. Et ça, Fellini, c'est extraordinaire à quel point il est cohérent dans tous les films, les 4 films que j'ai vus de lui jusqu'à date.
C'est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Bref, à vous la parole et je vous dis à la prochaine. Ciao!